Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. J'espère que vous passez un très bon big. Petite consigne de rappel, les conférences sont enregistrées donc grâce au micro. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur l'application mobile pour écouter avec un meilleur confort le contenu de cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Max Peuvrier. Max, je vous laisse vous présenter pour démarrer. Voilà, donc Max Peuvrier, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et président du comité financement de l'Ordre des experts comptables. Donc je suis l'homme chargé de toutes les des relations avec toutes les banques, dont la Banque publique d'investissement BPI France. Voilà. Merci Max. L'objectif de cette conférence, c'est de vous dévoiler la vérité autour de la trésorerie dynamique grâce à l'expertise du coup de Max. Donc n'hésitez pas, on aura un temps de présentation de 20 minutes et par la suite, posez-nous des questions. On vous accordera entre 10-20 minutes aussi pour quelques questions. Merci à tous pour votre attention. Bon, merci. Je vais essayer de faire quelque chose de très pratique, hein. Pratico-pratique vraiment. Donc on va parler de pourquoi la vérité sur la trésorerie, c'est que la trésorerie c'est quand même fondamental, hein. Je vous rappelle, gagner de l'argent c'est bien, enfin avoir de l'argent c'est bien, faire du chiffre d'affaires c'est bien, mais en gagner et le garder après c'est encore mieux. Voilà. Et comme je dis toujours, pour créer une société, prévoir 2 années avant de décoller et d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Donc aujourd'hui, gérer sa trésorerie, c'est important à cause de la hausse des taux d'intérêt, des délais de paiement qui s'allongent. Et j'ai vu que la France n'est toujours pas très bonne en matière de délai de paiement, puisque, alors, j'adore parce que j'ai lu ce matin un article où il disait que la France, les délais de paiement étaient de 13 jours, et les retards de paiement n'étaient que de 13 jours. Alors moi, samedi, j'étais avec un entrepreneur du bâtiment, qui travaillait pour la SNCF, entre autres, et qui me disait c'est très simple, ils mettent 2 mois avant de valider la facture et comme après ils payent à 60 jours et qu'ils sont en retard, donc ça fait 4 mois plus les 13 jours, etc. Et il me dit quand on bosse avec des collectivités entre autres, c'est 6 mois de délai de paiement. Voilà. Donc pour information, on va en parler tout à l'heure, mais j'essaye de pousser pour que les intérêts de retard soient payés par les grandes entreprises et pas par les petites entreprises. Ça s'appelle l'affacturage inversé, on va en parler tout à l'heure. Les incertitudes économiques, bon j'en parle pas trop parce que tant qu'on n'a pas de gouvernement, on ne sait pas où on va, hein. Et puis l'inflation sur les matières premières, c'est ce qui s'était passé avec les matières premières dans le bâtiment notamment. Voilà. Donc la trésorerie et rentabilité, c'est très simple. J'ai pris volontairement un exemple très simple, hein. Trésorerie et rentabilité, c'est pas quelque chose qui va de soi, hein. J'ai pris le cas simplement d'une entreprise qui peut être rentable et en faillite. Exemple d'une entreprise qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, qui a une marge de 40%, c'est-à-dire que les achats font 60%, hein. Donc, et 30 000 € de salaire et de charges fixes. Tout simplement, ça lui fait 10 000 € de résultat par mois, ce qui est quand même correct, hein, 120 000 € à l'année. Donc le résultat, mais le problème, c'est que comme ses clients payent à 3 mois, donc ça fait 300 000 € de bloqués. Je ne parle pas de la TVA, hein, je reste en simple. Les achats, comme on paye à 30 jours, c'est 60 000 € de gains, de temps. Et puis les salaires et charges qu'on paye tous les mois. Donc il y a un besoin de trésorerie de 210 000 € dans notre cas. Très simple. Donc même si je gagne 10 000 € par mois, j'ai besoin de trésorerie. Donc il faut que je trouve comment le financer. Et c'est ce qu'on va voir. On ne peut pas se contenter de gérer au jour le jour. Il faut absolument passer sur déjà les grands principes de détermination on va le voir, du fonds de roulement, du budget du fonds de roulement, et ça c'est très important. Alors, budget et trésorerie prévisionnelle, j'insiste un petit peu là-dessus parce que quand on se gère une entreprise, il faut systématiquement un budget. Alors je vais vous rassurer, hein, j'ai commencé ma carrière il y a beaucoup d'années. J'ai commencé dans des grands groupes. Dans des grands groupes, il y avait des budgets et des prévisionnels de fin d'année. Après, je me suis installé à mon compte. J'ai travaillé pour les petites entreprises et il n'y en avait aucune qui faisait son budget et aucun prévisionnel. Et j'ai toujours dit, ça, c'est pas normal, quand même. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas, les entreprises ne font toujours pas leur budget et n'ont pas de prévision d'exploitation et de trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une science, c'est bête, mais si on veut diriger, il faut prévoir. Donc il faut faire des simulations, des scénarios, anticiper les besoins. Si on ne prend pas le temps d'anticiper et de faire un budget, eh bien, c'est pas la peine. Je vous le dis. Alors, les indicateurs essentiels, on va les voir, le solde. Alors, indicateur essentiel, oui. Il y a un premier indicateur qui me semble important, moi, c'est le solde de trésorerie et les encours clients. Et je considère les encours clients comme quelque chose de liquide. Mais on va le voir tout à l'heure, sous réserve qu'on puisse encaisser ses créances. Parce que si les clients ne payent pas, si les clients sont eux-mêmes en retard de paiement, bah, ce n'est pas très liquide. Donc, pour savoir quelle est sa trésorerie, c'est bien voir la trésorerie au jour le jour, mais les encaissements à venir. Alors ensuite, on va parler de ce qui s'appelle flux de trésorerie et d'exploitation entre l'exploitation courante, les investissements et puis le financement qui vient avec. Et la dernière information qu'il faut surveiller, c'est les délais de paiement à la fois auprès de ses clients et auprès de ses fournisseurs. Et on va voir, c'est ce qu'on va faire là. On va regarder quels sont les leviers qu'on peut avoir pour influer là-dessus et favoriser sa trésorerie. Hop, voilà. Donc là, vous avez la présentation d'un bilan. Bon, avec, alors c'est marqué emploi et ressources, hein, mais c'est aussi simple. Pour la notion dont on va parler tout à l'heure de la variation du fonds de roulement, c'est aussi bien de marquer les emplois au titre des actifs, puisque c'est de l'argent qu'on a dépensé, mais c'est un actif, hein. Mais c'est tout ce qui est les valeurs immobilisées, les actifs fixes, et puis les actifs circulants, c'est les stocks, les créances clients, les disponibilités. Et puis les capitaux permanents, c'est le capital de la société et les réserves accumulées. Et enfin, vous avez les dettes bien sûr à long terme, qu'on verra comment on les place. Et puis ensuite, vous avez le passif circulant, c'est les dettes à court terme, notamment auprès des fournisseurs. Voilà. Donc, hop. Le fonds de roulement, ça c'est la première notion qui est importante en matière de gestion de trésorerie, c'est-à-dire que le fonds de roulement, c'est la différence entre, alors il y a deux façons de calculer, hein, bien sûr, la différence entre les capitaux propres et les actifs immobilisés, c'est-à-dire que l'argent, les capitaux propres, c'est l'argent qui est apporté par les actionnaires, je vous ai dit, plus les réserves accumulées. Ah, attention, ça a sauté. L'argent apporté par les actionnaires, c'est-à-dire le capital social, les réserves accumulées, comparé aux immobilisations, c'est-à-dire l'actif immobilisé. L'autre façon, c'est de dire, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, l'actif circulant, hormis les disponibilités, c'est les stocks et les créances clients, c'est l'argent qui se trouve bloqué dans l'entreprise. Et de l'autre côté, vous avez le passif circulant, c'est les dettes des fournisseurs. Et ça, pour vous, c'est une trésorerie positive, puisque les fournisseurs, vous les payez plus tard. Donc d'un côté, vous avez un emploi qui représente les stocks et les créances clients, les délais de paiement des clients. C'est un emploi. Et de l'autre côté, une ressource, c'est les délais de paiement des fournisseurs. Voilà. C'est assez clair. C'est pour ça qu'on appelle ça le fonds de roulement. C'est l'argent qui est nécessaire. Après, la première règle en matière de trésorerie, voilà. Bon, donc ça, c'est la définition du besoin en fonds de roulement. C'est ce que je vous disais, les actifs circulants, les stocks et les créances clients, comparés aux dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales. Et la trésorerie, c'est le fonds de roulement de la société, moins le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui reste pour faire l'équilibre du bilan. Alors, ce qui est très important à savoir, ici par exemple, voilà, ici même, c'est la notion d'équilibre de gestion financière. Il faut toujours penser une chose, c'est que les actifs immobilisés doivent être financés par des dettes à long terme. Puisqu'un actif immobilisé, on va le revoir tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui va durer plusieurs années. Et donc, il faut le financer avec des biens, des emprunts à long terme. Donc, c'est soit l'argent des actionnaires, mais bon, soit un emprunt bancaire. Voilà. Et pareil, après, vous aurez des moyens de paiement pour financer le besoin de fonds de roulement à court terme, c'est-à-dire le besoin d'exploitation. Là, il y a d'autres modes de financement. Et c'est ça qu'on va voir en détail et dont on va parler.
Alors, les immobilisations. Les immobilisations, c'est quoi? C'est tout ce qui est les actifs immobilisés. C'est tout ce qui est les immobilisations alors corporelles. Corporelles, c'est ce qui est physique, hein, c'est-à-dire les biens, les bâtiments, les machines, les installations. Les immobilisations incorporelles, ça peut être les logiciels, les brevets, la recherche et développement, tout ce qui est innovation, immatériel. Et puis les immobilisations financières, bon, c'est rachat de société plus les dépôts de garantie. Alors, en face de ça, bien sûr, je vous ai dit qu'il faut du financement à long terme puisque c'est des biens qui vont durer à long terme. Donc des financements à long terme, c'est les emprunts bancaires classiques avec ou sans cofinancement de BPI France, plus la garantie de BPI France, hein, les levées de fonds, les prêts digitaux sur la digitalisation ou la transition écologique notamment. On reviendra sur les prêts digitaux de BPI France, mais BPI France fait un prêt digital. Si dans une société comme ici, là, vous remplacez ces spots énormes par des LED qui vont consommer moins d'électricité, vous pouvez faire un prêt écologique et là, le prêt transition énergétique de BPI France fonctionne. Et là, vous aurez un prêt à taux bonifié. Hein? Exactement. Voilà. Après, il y a les obligations. Les obligations, ça aussi comme mode de financement et le crowdfunding. Mais ça, c'est un peu plus anecdotique. Pourquoi c'est important? Attends, avant de passer la suite, ouais. C'est important les immobilisations et puis en tant que... Attends, mais ça bouge tout seul là. Arrête de bouger la table. C'est important les immobilisations parce que en tant qu'expert comptable, on fait toujours attention. Il y a eu, je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé combien de fois au moment du bilan de discuter avec un client et le client me dit ben cette année j'ai fait de la recherche. Ça m'est arrivé une fois comme ça. Hein. Le 14 avril au soir, hein, l'IAS fiscal impôt société a payé le 15. Et le 14 avril au soir, le client me dit hey, vous avez vu la facture là avec l'école d'ingénieurs du Mans? Non, je dis non, c'est quoi? Ben, il me dit on est en train de développer un nouveau système pour faire des dessins sur des vitres. Ah bon? Ah ouais, ouais. Personne ne fait ça en France. Ah bon? D'accord, je dis c'est beau ça. Hein, crédit d'impôt recherche d'abord. Et puis je dis ça c'est de l'investissement. Puisque c'est de l'argent qu'on peut immobiliser. Si le projet il aboutit, hop, c'est bingo, on va pouvoir vendre ça partout. C'est de l'actif immobilisé. Mais le client, il n'a pas emprunté avant de lancer ça. C'est-à-dire qu'il a tout fait sur fonds propres. Et beaucoup de nos clients faisaient ça sur fonds propres, toute cette recherche. Toutes ces recherches-là, ces innovations, sont faites très souvent sur fonds propres. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une banque qui acceptera de financer des projets de recherche? Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Hein. Donc voilà, donc malheureusement, c'est après coup qu'on s'en rend compte. Et donc là, il faut qu'on fasse attention. Et ceci dit, c'est possible de demander des refinancements après aux banques. Hein. Je l'ai vu faire, j'avais une société dans la recherche et développement. Chaque année, ils allaient voir leur banque et ils demandaient à refinancer tout ça en crédit bail. Donc toutes leurs dépenses d'investissement, on faisait la liste. Il y en avait pour pratiquement 1 million chaque année. Et la banque rachetait le matériel et faisait que du crédit bail derrière. Voilà, donc bien faire attention à l'équilibre financier. Hein, c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure dans le tableau. Le tableau des équilibres financiers, ça c'est très important en matière de gestion financière et d'analyse financière. Et c'est ce que vont regarder les banques. Si, je reviens sur le tableau, les banques elles vont regarder ici l'équilibre entre le haut des bilans, le vert foncé et le vert clair. C'est ça qu'elles vont regarder les banques. Donc, focus sur le cycle d'exploitation. J'avance. Ouais. L'essentiel à savoir, les apports des associés. Alors oui, l'essentiel à savoir sur le cycle d'exploitation, c'est qu'effectivement, c'est quand on crée une société, ben, les actionnaires, ils apportent de l'argent. Maintenant, s'il faut investir les premiers stocks, s'il faut acheter du stock, ben, c'est un investissement. Alors même si c'est une dépense court terme, puisque le stock est censé tourner rapidement, mais il faut bien quand même l'argent des actionnaires au départ ou des associés pour financer. Donc c'est ça où, encore une fois, il y a certains cas, le stock, c'est le capital qui va le financer. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Il y a des stocks qui est plus long. Mais bon, au démarrage, au moins, on est obligé d'avoir suffisamment de capital pour financer le stock.
Voilà. Alors aussi, bon, je ne m'épanche pas là, mais je ne m'épanche pas sur les sociétés au capital de 500 € ou de 1000 €. Hein. Il y a beaucoup trop de risques à faire une société avec un capital de 1000 €. Hein. Si, tout simplement, hein, je le dis d'habitude, quand je vais à Go Entrepreneur, hein, j'interviens dessus. Si vous avez un capital de 1000 €, que la société elle va mal, que vous allez au tribunal de commerce, et ben avec un capital de 1000 €, on va vous dire, vous ne foutez pas de notre gueule. Vous avez planté les banques, vous avez planté l'URSSAF, vous plantez la TVA, mais vous avez dépensé que 1000 € pour créer votre boîte. Voilà. Donc, le stock, c'est de l'argent qui dort, 200 000 € de stock. Qu'est-ce que j'ai mis? Coût annuel de financement, 200 000 € fois 5%, ça coûte 10 000 €, plus les frais de stockage. Donc la première chose à voir, c'est effectivement regarder la rotation des stocks, hein, travailler sur sa rotation des stocks, vérifier qu'on n'a pas de stock trop ancien. Et puis ça, c'est important aussi en comptabilité, de provisionner des stocks. Une provision sur stock qu'on fait au moment du bilan, c'est de se poser encore une fois, de dire « Ah, tel stock, je vais réussir à le vendre, celui-là, je ne vais pas réussir à le vendre. Hein » C'est comme dans la mode. Les costumes ou les robes de la saison d'il y a 3 ans, ben, il n'y a pas grand monde qui va les racheter. Hein. Comme dirait l'autre, sauf Martine Aubry. Pardon, c'est une plaisanterie. Mais bon, les vieilles robes, il n'y a pas grand monde pour les porter. Donc il faut bien les déprécier et ça permet ensuite, c'est un outil de gestion, hein, la provision pour dépréciation, c'est quand on le fait, ça fait mal au cœur, mais il vaut mieux vendre son truc à 70 plutôt que de le garder sur les bras à 100. Donc pensez-y réellement. Le financement des stocks font partie du BFR, donc du financement court terme. Alors dans certains cas, on doit les considérer comme une immobilisation, puisqu'on est bien obligé d'avoir un certain nombre de robes si on veut arriver à en vendre une ou deux. Parce que sinon, il faut avoir beaucoup de chance pour que ce soit la bonne que la personne elle choisisse. Voilà. On avance. Les créances clients, c'est pareil. Les créances clients, je vous ai fait le calcul, regardez. 30 jours de retard sur une facture de 100 000 €, à 1% d'intérêt, ça fait 1000 €. Donc ça chiffre tout de suite, quoi. Donc réfléchissez bien, le suivi de l'encours client, c'est la base. Avec suivi de l'encours client, les priorités, facturer rapidement, suivre sa balance et son grand livre. Alors là, je suis désolé, hein, il faut avoir l'habitude de faire de la compta, bien sûr, mais regardez la balance et le grand livre, c'est fondamental. Ne faites surtout pas confiance aux collaborateurs comptables qui feraient mal les imputations. Hein, ça peut arriver tellement facilement d'avoir des clients avec le même nom ou des montants identiques, etc. Il faut bien regarder sa balance client et le grand livre client tous les mois. Et puis, relancer très tôt. Relancer très tôt ses clients, ça c'est fondamental. Et après, on reparlera dans les systèmes de relance, il y a la relance avant paiement. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Je vous rappelle que votre facture, c'est la semaine prochaine qu'il faut la payer. N'oubliez pas. Petit message. Et puis après, la semaine d'après, vous avez oublié de me payer la facture la semaine dernière. Relance. Et après, on passe au truc un peu plus agressif. Mais relancer régulièrement. Je parlerai tout à l'heure de la mission complète. Et puis pensez à demander effectivement, selon les métiers, des acomptes à la demande. Ça, c'est fondamental. Alors, les financements de créances. Les financements de créances, il y a plusieurs modes de financement puisque, effectivement, il y a les financements classiques par les banques. C'est tout ce qui est affacturage, escompte, cession d'AI. Les paiements en plusieurs fois. Buy now, pay later. Hein, ça peut arriver. Chez BPI France, il y a Avance Plus qui est principalement pour les grosses entreprises ou les entreprises publiques, mais aussi sur d'autres entreprises. Et il va y avoir des nouvelles, je crois, chez BPI France, bientôt sur le financement des créances. C'est du teasing, ça s'appelle. Hein. Ah oui. Et puis, les financements à l'unité des factures, c'est-à-dire que j'ai une facture, je vais demander, alors je peux demander à ma banque, mais maintenant il y a de plus en plus de fintech, des fintech ça s'appelle, hein. Il y a de plus en plus, ou des néobanques, qui financent les créances à l'unité. Voilà. La première qu'il a faite, c'était le Crédit Agricole, hein, qui a créé Cash in Time. Et avec Cash in Time,
Crédit Agricole ou LCL, vous présentiez votre facture, vous aviez l'argent dans la journée, mais ils prélevaient 3,5% de frais. Voilà, le montant du montant de la facture. Donc je trouvais ça un petit peu cher, mais bon, ça existe, hein. Après, je vais vous raconter une autre histoire. Un autre cas, c'est la société Urica. C'est une société anglaise qui finançait les créances. Ils ont voulu s'installer en France. Ils sont installés en France. Ils ont commencé à travailler et on devait, nous, l'ordre des experts comptables, signer un partenariat avec eux. Malheureusement, la veille du partenariat qu'on a fait, ils ont reçu des fausses factures d'un groupe immobilier. Ils ont reçu 9 millions de fausses factures. 300 fausses factures pour 9 millions d'euros qu'ils ont financées. Et là, ils ont coulé, hein. Voilà. Donc, voyez avec votre banquier le financement de créances. Les banques le font, les banques traditionnelles. Si on est trop petit, ils ne le font pas, hein. Alors après, ils ont différentes façons. Maintenant, ils financent de plus en plus à l'unité, hein, puisqu'il y a le groupe Crédit Mutuel, je ne dis pas de bêtises. Le groupe Crédit Mutuel a Facto France qui fait de la facturage. Et ils ont une structure maintenant qui s'appelle RPME qui finance des créances à l'unité. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est tout, hein, sur le financement de créances. Donc bien relancer, bien suivre ses comptes clients et puis après les faire financer. Et je vous parlerai tout à l'heure de la mission favorite que j'ai pour les experts comptables auprès de leurs clients. Les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, c'est pareil. Alors, comparer l'escompte pour règlement comptant au coût du crédit. Exemple, si j'ai du cash, et ça on le fait peut-être pas assez souvent, hein. J'ai du cash, je vais dire à mon client, revenons au temps ancien, hein, ancestraux, hein. C'était comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, hein. J'ai du cash, j'achète ça, je veux un escompte de 2 ou 3%. Vous voyez? Quand il y a une forte inflation, eh ben votre fournisseur, il préfère être payé tout de suite et pas avoir à courir après l'argent. Donc là, il faut comparer le coût du crédit avec cet escompte pour règlement comptant. Revenons à ça, aux choses simples. C'est simple, c'est pas compliqué, hein. Donc après, il y a la négociation des délais avec les fournisseurs pour éviter les tensions aussi avec ce fournisseur. Et puis, voilà, optimiser le cash et garder les bonnes relations. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités de financement. J'ai mis la facturage inversé, ouais, reverse factoring. Il y a le paiement en plusieurs fois. Je peux dire à mon fournisseur, je vais payer en plusieurs fois. Mais quand vous payez en plusieurs fois, le buy now, pay later, c'est je paye en 3 fois. Mais il y a bien quelqu'un qui paye les intérêts. Quand on fait ça, qui c'est qui paye les intérêts? Il y a les sociétés qui font ça. Alma fait ça, hein. Il y en a d'autres, je ne sais plus qui. Donc Alma fait ça, c'est-à-dire que vous payez en 3 fois, mais il faut bien payer les intérêts. Et donc les intérêts, qui c'est qui le paye? C'est le client, ou bien des fois, c'est le fournisseur, ou bien des fois, c'est le client. Des fois, c'est facialement le client, vous acceptez de payer en plusieurs fois, vous allez payer les intérêts. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un qui paye, hein, les intérêts, puisque c'est un organisme qui fait du placement de trésorerie, qui prête l'argent, donc il faut bien le payer. Encore chez BPI France, toujours eux là. Ils font les prêts Boost. Prêt Boost, c'est un prêt digital, hein, qui finance la trésorerie, le court terme de l'entreprise. Voilà. Donc, on reparlera après du prêt digital. D'accord. Et puis l'autre moyen de paiement, c'est le reverse factoring. Le reverse factoring, c'est-à-dire la facturage inversé. C'est le paiement. C'est des organismes comme RPME qui font ça, hein, mais je crois que toutes les banques quasiment le font. Elles payent à votre place le fournisseur. Elle paye à votre place le fournisseur immédiatement. Voilà. Donc, mais dans tous ces cas-là, il y a un coût, hein, et qui paye ce coût, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut bien sûr le payer. Quand vous avez un organisme qui vous avance l'argent, il faut payer l'argent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Je ne sais plus où je suis là. Conseil outil-modèle, hein, d'accord. Alors... Donc on va revenir, excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. Oh je suis presque au bout là, attends. Oh là.
Alors on va revenir un petit peu. Donc on va revenir, on a le temps, hein, avant d'arriver sur les trucs. Donc la mission, pour moi la mission favorite, mais c'est ce que je mets je pense après. Non, ça c'est la synthèse. Ah bah voilà, c'est après là. Donc je vous ai dit plusieurs choses. Je vais vous parler rapidement des prêts digitaux, les prêts digitaux de BPI France, entre autres, hein, mais toutes les solutions de financement que vous pouvez trouver. Les prêts digitaux de BPI France ont un avantage, c'est qu'ils sont obtenus très rapidement. Très rapidement, on vous dit si vous êtes éligible ou pas. Et un prêt digital, c'est un dossier très facile à monter. C'est un dossier que le chef d'entreprise prépare, fait sa demande de financement. Alors il y a 4 ou 5 types de prêts digitaux, hein. Il y a quoi? Le boost pour la trésorerie, le vert pour les... Vas-y. Ouais, vous avez effectivement 5 familles de produits, mais soit c'est de la trésorerie, donc il y a le prêt boost. Si ce sont des investissements liés à la transition écologique ou énergétique, on va plus se rattacher au prêt Action Climat. Et ensuite, vous avez des prêts régionaux. Ça va être financé par la région. Donc, il y en a un qui a ouvert un prêt relance en Centre-Val de Loire. Ce qui est intéressant sur ces prêts-là, c'est le taux d'intérêt est bonifié par la région. Donc le taux d'intérêt est souvent plus attractif que des produits à l'échelle qui sont au national. Prêt Centre-Val de Loire, prêt Relance La Réunion. Et vous avez également le prêt climat région PACA. Donc, voilà, pour accompagner la transition écologique et énergétique des entreprises sur la région. Donc ça, c'est des prêts très faciles à obtenir. C'est le chef d'entreprise qui demande, qui prépare les éléments, et c'est l'expert comptable qui valide ensuite les informations. Il faut obligatoirement un expert comptable pour valider les données. Sinon, ça ne passe pas. C'est comme ça. On s'est mis d'accord. Hein, après, vous avez le financement de créances. Donc il y a de plus en plus de fintech. Le financement de créances, comme l'affacturage inversé, le financement des fournisseurs, de plus en plus de fintech le proposent. Je vais vous donner quelques noms, hein, enfin quelques noms, j'ai pas 50, hein, comme De Facto, Cantas, c'est ça, hein, Cantas, ça s'appelle. Et puis il y en a une ou deux autres, parce que Silver est morte, et puis October aussi. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui vous prêtent l'argent à court terme. Alors, attention, hein, sur leur site, ils vous annoncent comment avoir 500 000 € d'avance de trésorerie. Faut pas se faire trop d'illusions quand même, hein. Ils ne vont pas vous prêter tout de suite 500 000 €. Hein. Déjà, moi, ils me l'ont dit. Hein. Déjà, quand ils prêtent 1 000 € au départ, c'est bien. Après, ils regardent les bilans, les opérations, etc. Ils vont prêter 5 000 €. Ils prennent leur temps avant de monter en puissance. Et puis, bien sûr, ils le font qu'aux entreprises qu'ils connaissent où ils vont prêter plus d'argent. Mais c'est très rapide. Et les taux d'intérêt sont finalement, c'est quand même assez bas si on fait le calcul. C'est moins élevé que les 3,5% que je vous disais tout à l'heure chez Cash in Time. Les taux d'intérêt vont de 0,05% à 0,09% par jour. C'est décompté au jour. Donc 0,05 si vous faites 20 jours, ça vous fait 1%. Si vous empruntez sur 2 mois, ça vous fait que 2% d'intérêt. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, il faut regarder. On est en train de travailler là-dessus beaucoup. C'est les nouveaux outils. Et entre guillemets, les banquiers traditionnels sont obligés de se mettre à la page aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Rappel de la problématique. La bonne gestion de trésorerie est une des variables fondamentales qui permet de perdurer dans le temps. Emprunter. Ah oui, alors ça, c'est important. Hein. C'est bête, hein, ce que je dis. Hein. C'est bête ce que j'ai écrit là, mais emprunter à 3 ou 4% quand vous gagnez 10%, eh bien, qui c'est le gagnant? C'est vous. Mais la banque, elle vous a permis de grandir. C'est pas plus compliqué. Donc ça, il faut y penser. C'est pour ça que quand l'entreprise, tout à l'heure, a immobilisé ses dépenses de recherche, qu'elle a tout autofinancé, c'est bête. C'est bête. Puisqu'ils auraient pu utiliser leur argent pour faire de la publicité, pour faire de la communication, pour développer leurs chiffres. Et eux, ils l'ont payé dans de la recherche. Ils l'ont bloqué. Ils ont oublié de la faire financer par la banque après coup. Là. Hein.
Donc la maîtrise du fonds de roulement est importante. C'est la synthèse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Réduire les stocks, bien réduire son encours client et puis mieux gérer ses achats et ses fournisseurs. OK pour ces points-là? Voilà. Et puis après, l'accompagnement par l'expert comptable. Donc, l'accompagnement par l'expert comptable, c'est quand même important. Enfin, oui, je peux que conseiller d'avoir un expert comptable parce qu'il permet de prendre du recul sur l'entreprise. Très important, le choix d'un expert comptable, c'est le choix de quelqu'un de confiance. Attention, ça a sauté. C'est bien choisir un expert comptable en fonction de la confiance qu'on a en lui, hein. Ça, c'est fondamental. Et on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus quoi. Les plateformes, il y a des plateformes, il y a des logiciels comptables qu'on obtient qu'en ligne. Et donc là, vous n'avez jamais d'expert comptable. Donc avoir confiance dans l'ordinateur, c'est spécial. Mais si vous n'avez personne en ligne, si vous n'avez personne pour vous conseiller, ben c'est mort. Voilà. Donc c'est la confiance dans la personne, c'est l'intuitu personnel. Vous aurez toujours quelqu'un à vos côtés pour vous aider. Hein? Alors, et puis, et là c'est ma mission Pacte, que j'adore. C'est la mission Pacte qu'on appelle Full Service. Depuis 2019, la loi Pacte a permis à l'expert comptable de faire deux choses complémentaires. De faire du recouvrement de créances et de la préparation du financement, du paiement des fournisseurs. C'est deux choses que le collaborateur du cabinet comptable peut faire. Et donc moi je change, je dis que la mission du collaborateur comptable, ceux qui avant faisaient la saisie comptable, eh bien maintenant ils vont faire deux choses pour le client. Ils vont vérifier ses comptes clients, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de clients en retard. Ils vont regarder les comptes fournisseurs, voir si on a bien tout est enregistré. Ils vont préparer un plan de trésorerie pour leurs clients. Ils vont dire à leurs clients, voilà les fournisseurs qu'il faut payer, à leurs clients artisans, hein, puisque 80-90% de nos clients, à nous, ce sont des entreprises de 10 à 20 salariés, donc des petits artisans, beaucoup. Eh bien, on peut dire à l'artisan, écoutez monsieur, vous avez tel client qui vous doit de l'argent, celui-là il est en retard, etc. Et puis maintenant, il faudrait payer tel fournisseur. Donc là, le collaborateur qui va voir son client une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, ils vont discuter de ça et ils vont donner la priorité pour payer tel fournisseur. Et puis, ils vont discuter sur le financement des créances. Comment je récupère du fric pour payer mes fournisseurs? Donc, qu'est-ce que je fais? Je mobilise des factures, je fais financer telle créance ou pas. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle la mission full service, qui va donc de la prévision de trésorerie, analyse des clients, des fournisseurs, prévision de trésorerie et financement des créances et relance. Donc, cette mission full service, c'est comment avoir un collaborateur du cabinet comptable tous les 15 jours ou tous les mois pour faire le point sur sa situation. Voilà. Après, la digitalisation des logiciels offre du temps, la fiabilité et les alertes, mais on a des solutions de gestion de trésorerie, mais peu de solutions ont une gestion de trésorerie intégrée. Cependant, je vous ai mis quelques solutions, quelques logiciels au-delà d'Excel. Hein, quelques logiciels, il en manque un que j'ai découvert la semaine dernière au congrès, que j'ai trouvé très simple. C'est un logiciel qui se bat et avec l'IA, ça va énormément avancer. Ça va énormément se développer, puisque j'en parle beaucoup de mon idée et de la solution. Ce logiciel-là, il va être très facile à utiliser. Il reprend la trésorerie passée, des mois passés, et il la reporte en fonction des prévisions d'activité de chiffre d'affaires. Donc il reporte ça. Et en dessous, on peut ajouter sous chaque ligne mensuelle, hein, on peut rajouter des éléments de variables du plus, du moins, plus 100 000, plus 100 000, plus 1 000 euros, plus 2 000 euros, plus 5 000 euros, moins 5, etc. On peut rajouter. Et ça affine la prévision de trésorerie. Donc c'est, entre guillemets, c'est un Excel amélioré grâce à l'IA. Hein. Finthesis, il s'appelle le logiciel que j'ai vu. Finthesis. C'est le groupe Visma qui l'a racheté. Finthesis.
Mais je trouve ça très bien et on peut aller au-delà, à mon avis, avec la gestion de trésorerie parce que j'ai expliqué aux dirigeants de Fintesis, hein, je lui ai dit arrêtez, regardez. Les salaires, c'est tout le temps la même chose. Le loyer, c'est tout le temps la même chose. Les emprunts, c'est tout le temps la même chose. Les photocopieurs, c'est tout le temps la même chose que je paye. Toujours les mêmes échéances. Les charges sociales, c'est tout le temps pareil. Les variables, c'est quoi? C'est mes clients et mes fournisseurs. Mes clients et mes fournisseurs, l'IA connaît parfaitement les délais de règlement de mes clients. Elle les connaît parfaitement, les délais de règlement des clients. Puisque quand j'avais un client, on sait quelle est la moyenne de délai de règlement de ce client, etc. etc. Donc l'IA doit être capable de me le calculer. Et les délais fournisseurs, bah aussi, on peut les trouver, quoi. Donc ça, c'est les deux seules variables qui vont me rester. Tout le reste, c'est quasiment des charges fixes. Après, il y a quelques charges variables qui vont être la publicité, le marketing, etc., proportionnellement au chiffre d'affaires. Mais ça, je peux les nommer comme variables. Vous voyez? Mais je suis persuadé que des solutions de gestion de trésorerie basées sur l'IA vont arriver. De toute façon, j'en ai parlé à tout le monde là, alors ils vont être obligés de le faire. Hein? Voilà. Après, quoi? Placer sa trésorerie. Alors voilà. Deuxième conseil, hein, ouais, dans les temps. Hein. Deuxième conseil, c'est placer sa trésorerie disponible. Voilà. C'est-à-dire que quand on a de la trésorerie disponible, bah, faut la placer. Il y a des moyens de placement. Alors, il y a des moyens de placement de trésorerie à long terme et il y a des moyens de placement de trésorerie à court terme. Mais cet argent, bah, il ne faut pas le laisser dormir sur les comptes en banque. Hein? Et il y a des solutions de placement, de financement, je ne veux pas en parler trop, mais il y a des fintechs qui rémunèrent aujourd'hui les excédents sur les comptes en banque. Donc ça, ils ne rémunèrent pas beaucoup, hein, 1,5 à 2% l'an. C'est toujours ça. Mais c'est quand même une petite rémunération. Donc ça va avancer. Après, quand on a de la trésorerie d'avance, ben, si on n'a pas de quoi l'utiliser, si on a une vision à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, on peut placer cette trésorerie d'avance. Il y a des comptes à terme, bien sûr, mais les comptes à terme, ça ne rapporte pas lourd. Et après, j'ai envie de dire, moi, après, si on risque, hein, on joue ou on ne joue pas. Mais on peut acheter des ETF, on peut acheter des trucs comme ça, qu'on place sur 6 mois, 1 an, ça ne perd pas de valeur. OK? Donc pensez quand même au placement de trésorerie, ça peut arriver et ça peut être utile. Et imaginez que votre activité gagne de l'argent, vous avez un plan de développement, vous dites tiens, si je veux aller encore plus loin dans mon développement, je vais racheter une entreprise. Mais quand vous allez racheter une entreprise, il faut apporter du cash. Hein. La banque, elle ne prête pas tout. Hein. Même s'il y a BPI France derrière, mais la banque n'apporte pas tout. Hein. Donc, il faut apporter du cash. Donc, il faut créer son cash petit à petit. Donc, pensez à placer cet argent-là pour le jour où il y en a besoin. Voilà. C'est quoi ça? C'est fini? Ah non? Facteur prédominant pour une bonne gestion financière, le chiffre d'affaires et son évolution, le niveau de besoin en fonds de roulement, l'importance de financement, la rentabilité. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je vous ai parlé du chiffre d'affaires, de l'évolution, du besoin en fonds de roulement, tout ça, on en a parlé. Et puis l'importance du financement. Faites attention à l'équilibre financier entre le long terme et le court terme. Et puis, je vous ai donné les 3 ou 4 postes qu'il fallait surveiller pour bien suivre la rentabilité de l'entreprise. Et les solutions aussi adaptées. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place vous aussi? N'hésitez pas en tout cas. Si vous avez des questions, passez le micro. Ah, monsieur là-bas. Oui. Bonjour, merci. Question, si on n'a pas de stock, si on fait que par exemple de la prestation intellectuelle, donc on fait une prestation, on vend la prestation, on récupère l'argent du client, on a une facture d'un sous-traitant par exemple, et donc on rembourse le sous-traitant. Comment vous voyez la gestion de la trésorerie dans ce cas-là? Ah ben la facturation la plus rapide. C'est-à-dire qu'il faut facturer au coût du camion. Donc là, il faut se mettre d'accord avec le client pour lui dire je vous facture à la semaine, au mois, hein, à la semaine ou au mois sur la base des temps passés. Hein, je ne peux pas vous dire. Si c'est un contrat de 6 mois, il faut facturer au pire au mois.
voire tous les 15 jours. Si c'est un contrat qui dure que un mois et demi, ben, vous faites déjà une demande d'acompte et vous facturez ensuite au milieu ou à la fin. Hein? Pensez bien à votre contrat. Pensez bien à avoir un contrat aussi, ça c'est fondamental. Hein. En droit, c'est toujours ça. Hein. Pensez à avoir un contrat, une signature du client, c'est la base. Après, il y a quelques solutions de financement sur la base de contrat, notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec Avance Plus de BPI France. Ils peuvent financer des contrats. C'est-à-dire que si vous décrochez un contrat développement informatique pour un an et demi, pour 1 million d'euros avec Saint-Gobain, vous appelez BPI France. Ils vous préfinancent le contrat. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment viable aujourd'hui? Vous parlez d'intérêt sur les factures, donc je pense qu'on en a tous un petit peu mis dans nos CGV, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut vraiment se permettre de les réclamer à nos clients? Je pense qu'en tant que dirigeant, en tant que DAF, on souhaiterait vraiment les avoir, mais d'un point de vue stratégie commerciale, ça nous met aussi en difficulté plus sur du long terme avec nos clients qui nous payent en retard. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui facile de les récupérer ou du moins comment ça se passe dans le processus de facturation, quoi? Ben, déjà, je vous ai dit, hein, faut penser à relancer vos clients la semaine d'avant le paiement. Et après, il y a toute une stratégie de relance des clients commerciale. La première, 3 jours après, il faut lui dire, vous avez oublié de me payer il y a 3 jours. Après, il faut appeler et il faut régler ça. Alors, c'est évident que ce n'est pas facile. Si c'est un client que vous voulez récurrent, si vous lui demandez déjà 40 € pour la facture, plus vous lui demandez les intérêts de retard, ça fait mesquin. Si vous voulez récupérer le client après. Après, ne jamais se laisser enterrer par des mauvais payeurs. Hein. Les mauvais payeurs, il vaut mieux les virer. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pensez bien à avoir un contrat bien signé. C'est la base en cas de litige. C'est d'où ma question, parce qu'on a un plan de relance assez solide, mais en général, bon là, l'intérêt, il vient vraiment après toutes ces relances finalement. Oui, alors. À quel moment il vient exactement en fait? Non. Ce qui est fondamental, c'est c'est la relance, c'est les relances. Relance amiable au bout de 30 jours, ça dépend de votre activité, hein, mais une relance amiable. Et après, une fois que l'amiable, ça n'a pas répondu, que les coups de téléphone n'ont pas répondu, c'est la mise en demeure recommandée avec AR, bien écrit en haut, mise en demeure recommandée avec AR. Je vous informe que, conformément à nos conditions, hein, je vous laisse 1 semaine pour nous payer. En tout état de cause, vous devrez nous payer les intérêts de retard, plus les majorations, les machins prévus. C'est à ce moment-là qu'on parle. Mais c'est à ce moment-là. Et cette mise en demeure recommandée, elle est fondamentale, qui est bien le mot de mise en demeure recommandée, puisqu'à partir de là, alors après, il y a une procédure d'injonction de payer. Procédure d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce, qui est maintenant très facile à faire. Elle se fait en ligne, la procédure d'injonction de payer, où on vous demande simplement le bon de commande ou le contrat, hein, la facture, les relances, la mise en demeure et la preuve que le travail a été fait ou livré. Vous faites tout ça en ligne, ça se remplit facilement et là, vous pourrez récupérer vos intérêts de retard. Mais c'est un mauvais payeur. On va prendre la dernière question avant de terminer cette masterclass. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour. Quand vous travaillez avec des grands groupes industriels, effectivement, le premier débat, c'est d'arriver à facturer. Parce que les process sont lourds, les montants facturés sont élevés, ouais. Mais les process sont avant tout lourds. Effectivement, j'utilise Avance Plus, voilà. Mais le problème, c'est que ça n'arrive qu'après facturation. Quand vous mettez 2 mois pour facturer... Ouais. Mais monsieur, soyez content, vous travaillez pour un grand groupe. Soyez heureux, vous travaillez pour un grand groupe. Le client. Oui. Mais donc c'est ce que je vous disais, j'ai demandé à la ministre Véronique Louwagie, enfin l'ex, puisqu'elle est expert comptable aussi, donc je l'ai rencontrée quelques fois, et je lui dis, chère consoeur, il faudrait peut-être mettre en avant la facturage inversée
pour que ce soit les grands groupes qui payent les intérêts et pas les petites entreprises. Elle n'a pas entendu. Je veux vous le dire, elle n'a pas entendu. Mais je retournerai à la charge si c'est encore elle. Hein. Voilà. Donc désolé, c'est comme ça. Hein. Et ils traînent pour faire les situations de chantier dans le bâtiment. Hein. Ben, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée.